Bon, donc, Annabelle, ne pouvant pas être là, je la remplace. Vous n'avez pas de chance. Au fond du lit, avec de la Bah oui, fièvre. qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des choses qui arrivent et tout le monde n'a pas été traité au biocontrôle pour résister. Donc, essayez de jeter un regard sur les solutions qui vont venir et dans ce monde qui est en cours de construction. Donc, Annabelle a fait une première présentation, puis j'ai rajouté mon grain de sel. Et donc, voilà. Donc, on va essayer de. J'espère que vous allez comprendre quelque chose. Oui, oui, Donc, le parfaitement. contexte, ça a été longuement présenté. Je pense on est en train de vivre quelque chose qui ressemble à une vraie transformation. C'est-à-dire que ce n'est pas une courbe en ligne droite avec une dérivée première et puis une dérivée première positive et une dérivée seconde qui est nulle. On est vraiment dans une dérivée seconde très très différente de zéro. Et donc avec des courbes qui se transforment et avec des façons de penser qui doivent être différentes. Il y a des tas de choses qui ont été évoquées aujourd'hui et je ne vais pas passer du temps là-dessus. La recherche et l'innovation sont quelque chose qui est couplé. On est dans une logique, dans un régime d'innovation qui s'appelle en conception réglée, qui s'applique très bien à tout ce que l'on fait en agriculture et qui permet d'articuler la recherche fondamentale, la recherche technologique, le développement, l'expérimentation, l'industrialisation et la commercialisation. Tout ça pour, dans notre domaine, intégrer une solution de biocontrôle dans des systèmes de production. Et donc, cette mise en système est quelque chose d'important. Et donc, vous avez des synergies d'acteurs autour de ça. Alors, ça avait été mieux préparé parce qu'il ne devait pas y avoir des petites lettres qui se baladaient, mais c'est le changement de format qui impose ça, donc c'est pas très grave. On comprend très bien. Oui, enfin, voilà. Et de toute façon, je peux rien faire pour vous. Et donc, le point qui est particulièrement important là-dedans, et qui rejoint quelque chose qui a été dit ce matin, c'est que ça marche, ah ouais. Quand vous allez de là à là, et donc vous êtes ici plus près du marché, ce qui se passe, et c'est quelque chose qui est caractéristique à toutes les innovations, c'est que vous augmentez la dépendance aux conditions locales. Vous êtes plus exposé au marché, exposé aux politiques publiques qui peuvent fluctuer d'un moment à l'autre. Et la particularité pour l'agriculture, c'est d'être aussi exposé aux variations de milieu et aux conditions biotiques et abiotiques. Et donc des très grandes variations interannuelles. Et cette particularité est quelque chose qui est particulièrement importante et dont il faut prendre en compte dès le début qu'elle existe, parce que c'est un frein à l'adoption. Si vous avez une très forte dépendance aux conditions locales, vous avez une très faible capacité à prédire ce qui va se passer. Ça a été la très très grande puissance de l'intensification agricole, c'est qu'elle a artificialisé les milieux, elle les a anthropisés en réduisant l'aléa et en réduisant la dépendance aux conditions locales. À partir du moment où vous apportez de l'engrais et vous avez une couverture phytosanitaire maximale, à partir du moment où vous irriguez, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Et le fait d'avoir une baisse de la protection phytosanitaire, d'avoir une baisse de la fertilisation pour des raisons de protection de la qualité des eaux, en fait, augmente cette dépendance aux conditions locales et ça peut de fait devenir un frein à l'adoption. Et quand on parle d'agroécologie, et Dominique Potier, d'ailleurs, a pris, c'est très très difficile de parler vu la qualité de sa prestation, quand on parle d'agroécologie, d'une certaine façon, on dit on va mobiliser les régulations biologiques et donc de fait, on revendique d'augmenter la dépendance aux conditions locales. Et si vous allez jusqu'au bout de quelque chose qui est dépendant à 100% des conditions locales, il n'y a plus d'innovation possible parce que vous ne pouvez plus rien apprendre des autres. Et donc la vraie question qui nous est posée dans le cadre du biocontrôle, c'est comment on travaille cette question-là et comment on arrive à construire des conditions de biocontrôle dont la dépendance aux conditions locales n'est pas trop forte et n'est pas forte au point d'empêcher son adoption. Et donc ça veut dire qu'on doit réfléchir, construire et présenter des packages de solutions dont la dépendance aux conditions locales est relativement faible. On sait, et ça a été très très bien présenté par Cédric ce matin, qu'on va vers des systèmes de plus en plus complexes, mais il ne faut pas confondre quelque chose qui est complexe avec quelque chose qui est compliqué. Pratiquement tout le monde a un smartphone dans sa poche. Un smartphone, c'est d'une complexité à toute épreuve. Il y a plus de puissance de calcul là-dedans qu'il y en avait dans la navette Apollo 11. Et pourtant, c'est simple à utiliser. Même moi, j'y arrive. Donc, voilà. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est comment on arrive à avoir des choses qui sont complexes, à les encapsuler de façon à ce qu'elles deviennent facilement adoptables. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, mais il y a encore 18 diapos maintenant. Mais on va essayer de les accélérer pour... Mais pour moi, en fait, tout ce qu'on doit réfléchir, et dans la dimension recherche, c'est en fait ça qui est en débat. Voilà. Alors, ça a été évoqué rapidement par le ministre ce matin, qu'est-ce qui se passe en termes de publications scientifiques. En fait, on est sur quelque chose qui est en très forte augmentation de publications. Vous avez ici la courbe au niveau mondial avec
plus 33% en 7 ans, ce qui est beaucoup plus que l'augmentation du nombre moyen de publications. Et puis parmi les pays les plus publiants, vous avez cette liste-là. La France ne se situe pas si mal que ça par rapport à d'autres pays, même si le premier pays, c'est les États-Unis, et ensuite la Chine. Et puis si vous avez les grandes institutions, c'est pas pour faire un cocorico, mais l'INRA arrive 3e au niveau mondial. Vous allez dire, on pourrait être mieux, mais Thibaut Maloza, qui est quelque part dans la salle, sait que ça fait partie de son défi personnel de réussir à faire monter ça. Et voilà. On est dans cette petit message personnel. Ouais. Non. 3e niveau mondial, sachant que au niveau global des publications, la France est en deçà, donc on peut considérer que l'INRA monte les étapes. Oui, dans le domaine agricole, en fait, la France est deuxième. L'INRA est 2e publiant au monde. Voilà. Donc, mais effectivement, on retrouve le même ordre. Hein. L'USDA est un peu devant, et puis on est toujours en bagarre avec la Chine, qui là, en fait, a été coupée en deux pour des raisons de façon dont s'y signent les choses. La casse avec 2 A et la casse avec un seul A, c'est la même chose. Donc, de toute façon, ça ne changera rien. Ils resteront 2e. Mais voilà. Donc, on est dans cette logique-là. Et ça veut dire qu'en fait, quand on met en place un consortium, et puis on pourrait enrichir cette liste-là en fait, en mettant les publications qui viennent des universités, et vous verrez que dans le cadre du consortium, il y a beaucoup d'universités qui ont des travaux qui sont mobilisables là-dedans, et donc l'ensemble, ça peut que s'améliorer. Et donc ça veut dire qu'en fait, le consortium s'appuie sur ce qui se fait de très bien en termes de production scientifique mondiale. Et ce que l'on fait dans le cadre du consortium, c'est bien identifier donc les compétences. Le travail, là, il est très INRA-centré, mais ce n'est pas très grave. Et on peut le compléter par ce qui se fait ailleurs. Mais quand on regarde ici, vous avez les différentes unités INRA qui sont mobilisées et ce sur quoi elles sont mobilisées, donc macro-organismes, micro-organismes, substances naturelles, phéromones et tout le tralala. Et la bonne nouvelle de ce système-là, c'est que petit 1, c'est pratiquement toujours des grosses unités, c'est des petites unités perdues au milieu de nulle part, c'est des grosses unités, et pratiquement dans tous les cas des unités mixtes de recherche, soit avec les universités, soit avec les écoles d'agro, les écoles d'ingénieurs, ce qui fait que chaque fois qu'on lance un projet, en fait, on mobilise des corpus plus grands, et on mobilise les gens qui sont autour de nous. Et donc, de fait, une énorme force de frappe qu'on cherche à mobiliser. Et donc, tout ça conduit en fait à des réseaux. Donc on a un certain nombre de réseaux qui sont mis en place. Et puis celui sur lequel on veut vraiment miser la force au cours des années à venir, c'est le consortium de biocontrôle qu'on a mis en place au début parce que biocontrôle, ça faisait bien dans le paysage. Et puis de plus en plus, c'est parce que c'est là que résident les grands leviers d'action pour demain. C'est ce qui est présenté depuis ce matin. C'est là qu'on définit des programmes de recherche et de recherche appliquée, des réseaux d'expérimentation, et tous les acteurs, vous les avez là, de la recherche, des entreprises, des instituts techniques, des établissements d'enseignement supérieur. Sachant que c'est un message qu'il faut faire passer à Dominique Potier, c'est que ce matin, Cédric nous a présenté un MOOC sur la formation, et dont le petit frère, ça pourrait être le MOOC de diffusion, y compris pour les agriculteurs. Donc on a tous ces opérateurs-là, et vraiment il y a un merveilleux dynamisme qui se met en place. Le consortium fait ces différentes choses-là. Il accompagne le développement de l'industrie, et ça veut pas dire qu'il travaille pour l'industrie. Il accompagne le développement de l'industrie, puisque ça fait partie... relisez Schumpeter, 1910, quel est l'objectif de l'innovation, et vous retrouverez qu'on fait depuis 1910... Le consortium biocontrôle est assez fidèle à Schumpeter. C'est écrit en autrichien, c'est assez difficile à lire, mais bon. Et puis participer à la coordination. Et sur la partie soutien aux entreprises, vous avez différents axes. Les scientifiques, favoriser l'accès aux avancées scientifiques les plus récentes et y contribuer, évidemment. Favoriser le développement de savoir-faire en expérimentation et test au champ. C'est ce qui a été évoqué ce matin. L'importance de normaliser les choses. Avoir une vraie vision scientifique sur la réglementation et la façon d'évaluer les choses. Encore une fois, ça rejoint la notion de normes publiques, et y contribuer. Et puis, avoir en permanence une vision des compétences, de qui fait quoi, et des ressources dont on dispose. C'est favoriser les collaborations, et pour ça, il y a les pôles de compétitivité. Il ne vous aura pas échappé que c'est Annabelle qui a fait la promotion de ça. Et c'est des lieux dont on a besoin. On a besoin de rapprocher
la recherche appliquée et les entreprises et les pôles de compétitivité ont cette mission. Et il y en a un certain nombre qui sont directement en prise avec ce que l'on fait dans le cadre du consortium. Et une intervenante, Emeline Desfossés, représente l'un des pôles de compétitivité d'Angers. Exactement. Vous en parlez tout à l'heure. Qui est un pôle qui, au départ, était à vocation mondiale et donc qui a la capacité à porter cette vision-là au-delà de nos frontières. Et puis, ça rejoint exactement ce que je voulais... Enfin, le dernier point que je voulais mettre là, il y en a, rassurez-vous, je n'ai pas fini, mais c'est des opportunités de financement. Ça a été largement évoqué. Il y a l'ANR, qui a quand même un peu de mal, qui se fait un peu tirer les oreilles quand même sur nos questions. Ecofito, ça a été mentionné, le CASDAR. Il y a l'Europe. En fait, on a le point qui a été le moins évoqué aujourd'hui, c'est comment on se situe dans un paysage européen. On le voit assez bien sur la partie réglementaire, mais sur la partie recherche et recherche appliquée, c'est aussi là que ça va se jouer. La bonne nouvelle, c'est que la recherche, que ce soit universitaire ou INRA, est très liée à l'international. Et les entreprises, un grand nombre des entreprises mobilisées sont des entreprises à minimum européennes et très souvent de taille mondiale. Il y a des fonds particuliers pour soutenir aussi plus spécifiquement la R&D. Il y a le FUI, les dispositifs régionaux, BPI France, qui est une aide à l'innovation, des tas de programmes qui vont soutenir les entreprises, les dispositifs d'investissement d'avenir. Et puis un point particulier, c'est débattu au sein du consortium Biocontrôle, c'est l'ambition de porter un programme de type programme d'investissement d'avenir. Alors, il s'appelle PIA-like, c'est pas comme le sucre light, en fait, c'est simplement que les PIA ont un certain nombre de financements qui est directement par le budget de l'État. Et en fait, en mettant like, ça veut dire qu'on est très open pour que l'argent vienne d'ailleurs. Mais ça doit être dédié au biocontrôle. La particularité des programmes PIA, c'est les volumes, les effets de levier que ça induit. En gros, pour 1 euro d'argent, il y a 4 euros déplacés. C'est des engagements à très très long terme, 8 ans. Et donc, ce qui est en rupture très forte par rapport à la ritournelle classique d'un projet égal 3 ans. Et puis, ça permet sur 8 ans d'avoir à la fois des visées cognitives et des visées appliquées. Faut sortir de l'idée qu'on oppose la production de connaissances et son application, parce que c'est une vision totalement éculée, et faut l'articuler, et c'est le temps. Et donc, ces démarches sur des pas de temps longs qui permettent de faire ça. Donc, on porte vraiment cette ambition-là, et en particulier vis-à-vis du ministère de l'Agriculture, ministère de la Recherche. Voilà. C'est même été discuté à l'Élysée il n'y a pas très longtemps. Alors, quelques illustrations de ces projets. Rapidement, merci beaucoup. Non, en fait, ça illustre juste la diversité de ce que l'on peut avoir depuis des tests là sur des attracteurs et la façon dont les insectes vont se comporter. Ici, des recherches de nouveaux herbicides. Enfin, bon, il y a des tas de choses. Et puis, le grand domaine de demain, c'est d'aller explorer le microbiome. Ça a été un petit peu évoqué par Cédric ce matin, et je pense que le biocontrôle traduit en fait un changement assez fondamental du regard que l'on a sur ce qu'est une plante en bonne santé. Une plante en bonne santé n'est pas une plante sur laquelle il n'y a rien. Ce n'est pas une plante axénique. C'est une plante en fait où il y a une communauté qui vit à un état d'équilibre. Et donc là, c'est ça qu'on doit chercher à comprendre. Qu'est-ce qui se passe autour d'une plante qui est en bonne santé? Et est-ce qu'on peut, par l'apport de micro-organismes, par la création la création de conditions de milieu favorables, avoir un microbiome qui est en état favorable, à la fois au-dessus de la plante et au niveau du sol. Des projets collaboratifs, il y en a beaucoup, et des projets extrêmement intéressants, tous autant qu'ils sont. Des projets aussi individuels, c'est-à-dire qu'une entreprise portant une bonne idée peut aller déposer et chercher des fonds, et le consortium Biocontrôle est là aussi pour aider et donner un certain nombre d'éclairages dans ce domaine-là. Et donc, pour conclure, c'est la dernière diapo. Ça s'inscrit clairement, le biocontrôle s'inscrit dans un nouveau paradigme de la protection des cultures. Il faut profiter des avancées méthodologiques qu'il y a dans notre environnement immédiat, le microbiote, l'agroécologie. C'est des approches systèmes un peu compliquées qui vont nous conduire aussi à revisiter. C'était bien présenté ce matin. Ne restons pas trop accrochés au regard que l'on a d'un monde qui est piloté par la chimie, y compris dans l'évaluation. Mais la chimie se préoccupe, le monde dont on hérite se préoccupe relativement peu de la prophylaxie, par exemple. Et donc, comment on repense les problématiques prophylactiques en production végétale. Ça doit faire partie aussi des choses que l'on mobilise. Et donc, les éléments que l'on a là en termes d'avancées méthodologiques permettront aussi de réfléchir à ça. C'est développer l'offre. C'est vraiment un point extrêmement important. Donc,
ouvrir au maximum le champ des possibles. Un domaine qui a été très peu évoqué aujourd'hui, c'est le bloc important que représente le post-récolte et le stockage, qui est quelque chose qui pose un certain nombre de difficultés en matière d'usage d'insecticides, absolument pas agréable du tout pour la santé. Accélérer la prospection de nouveaux agents, et puis travailler sur les éléments de formulation qui rejoignent la question de la mise à disposition et d'assurer l'efficacité. Et puis fiabiliser les solutions, c'est ce que je disais tout à l'heure, si les solutions ne sont pas fiables, s'il y a une trop grande dépendance aux conditions du milieu, ça ne passera pas. Et puis le biocontrôle, le biocontrôle et le consortium en particulier vont travailler sur ces leviers socio-économiques et réglementaires, de l'accès au marché des innovations, d'une expertise technique réglementaire, et puis de la transition vers des systèmes complexes. Et c'est là que on va devoir aussi réfléchir à la problématique de la formation, à la fois formation en école d'ingénieur et formation initiale pour les futurs agriculteurs ou les conseillers. Le conseil, fût-il indépendant, il faudra qu'il soit de qualité quand même. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Christian Huyghe. On vous applaudit.